La meilleure façon de se défendre est de ne pas imiter l'offenseur. Marc Aurèle avait raison. Cet épisode est commandité par le groupe Réaction. Il y aura plus d'informations à la fin du podcast. Bienvenue dans ce podcast philosophique pour ce nouvel épisode. Marc Aurèle avait raison. J'ai toujours pas décidé si ça sera un point d'interrogation ou si ce sera juste un point. On verra au fur et à mesure des podcasts. J'ai la chance de recevoir un ami humoriste aujourd'hui. On était censé recevoir des personnages de tous horizons parce que je suis humoriste. Mais c'est l'un n'est pas obligé que ça soit pas l'autre, tu comprends? Il est passionné de philosophie. Il a étudié en philosophie et aussi à l'École nationale de l'humour. Je suis très heureux de recevoir Leonardo De Hamptin. Allô, très heureux d'être là. Ouais, salut. Comment ça va? Super bien, matin et toi? Ouais, ça va super. C'est marrant parce qu'on s'était jamais rencontrés. C'est vrai. Avant que je sollicite des gens sur mes réseaux sociaux pour avoir des gens passionnés de philo, des professeurs, des élèves ou juste des passionnés de philo. Et tu m'as écrit parce qu'on était amis sur Facebook. C'est vrai. Et puis là, j'ai appris à te connaître. J'ai su que tu étais aussi humoriste. Et on s'est croisés entre le moment où je t'ai invité et aujourd'hui. Ça, c'est magique, man. Si on avait voulu le faire exprès, on n'aurait pas réussi. Est-ce qu'on raconte la rencontre où je ne savais pas à qui j'avais affaire, mais toi, tu savais que je ne savais pas à qui j'avais affaire? Oui, bien sûr. À cette soirée, je sais plus où j'arrive et tu me regardes et moi, je te dis salut. Puis toi, tu me dis ouais, ça s'est bien passé ton numéro. Puis j'étais comme bah oui, mais c'est comme non, tu sais pas je suis qui en fait en ce moment. Dans ma tête, j'avais compris que tu savais pas j'étais qui. Mais bien sûr que non, je sais pas qui t'es. Fait que c'est ça, mais ça a duré ça a été très rapide. Ah oui, 20 minutes. Non, ça a duré genre 20 secondes, arrête tes conneries. Ouais, clairement. Et ben c'est ça, en plus on a commencé directement ce soir-là, pendant que le show se roulait, enfin on était à l'extérieur du show, on a commencé justement à parler du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Exact. Parce qu'aujourd'hui on va aborder, dans le premier épisode on a parlé de Platon, et je me sentais un peu bête de parler de Platon sans parler de Socrate. Et quand je t'ai proposé Socrate, tu m'as dit vas-y, let's go, all in. Moi, j'adore Socrate, c'est sûr. Je suis très heureux de parler de Socrate avec vous aujourd'hui. Je le rappelle pour ceux qui écoutent ce podcast, c'est une conversation de passionnés. On ne prétend pas détenir toutes les connaissances sur Socrate. Il y aura sûrement des imprécisions, mais allez-y, corrigez-nous dans les commentaires et peut-être qu'on embarquera pour des sujets un peu plus précis pour aller en profondeur sur justement des sujets que Socrate a développés grâce à vos commentaires. Mais là, on va juste un peu discuter de Socrate comme deux passionnés et en découvrant justement Socrate, j'ai découvert en fait qu'il avait quand même une vie de fou. Ouais, c'était un fou là. C'était un fou, hein. Il se baladait pieds nus dans un cité, puis il parlait avec tout le monde, tu sais, genre de personne. Ouais, parce que Socrate, il n'a pas écrit. Ouais. Il n'a jamais écrit une ligne. Ouais. Et ouais, c'est ça que j'adore avec Socrate, c'est que on a zéro son point de vue à lui, on a juste 3 points de vue en fait. Lequel? On a Platon, ouais. Point de vue le plus connu. Puis quand on imagine Socrate, en fait, on imagine le Socrate de Platon en fait. On n'y pense jamais, mais en réalité. Le Socrate dont tout le monde parle, c'est l'apologie de Socrate de Platon, c'est juste des mises en scène de discussions de Socrate, exact. Du point de vue de Platon. Mais qu'on n'est même pas sûr. En fait, c'est pour ça que le débat, il est super compliqué, parce que c'est quand que Platon reporte ce que disait Socrate, effectivement, c'est quand que Platon y met son grain de sel dans les mots de Socrate, tu sais jamais. Et parfois, tu as envie de croire, tu sais, genre dans l'apologie, tu as envie de croire que tout est vrai, quoi, parce que pourquoi est-ce que Platon parlerait de l'apologie de Socrate pour ensuite genre mettre ses idées dans sa bouche? Enfin, c'est comme compliqué. Mais en même temps, ses idées, c'est quand même celles de son maître Socrate. Donc, tu sais, par transfert, c'est aussi les idées de Socrate. Grave. Si c'était un bon élève, et j'ai envie de croire que c'était un bon élève. Mais c'est ça, c'est un philosophe qui a jamais écrit, parce que pour Socrate, de ce que j'ai compris, c'est que l'écriture figée et dogmatiser la pensée, et c'est le paradoxe en fait, parce que pour lui l'idée elle doit vivre, et elle doit vivre dans la discussion. Ouais, mais c'est la chose sur laquelle selon moi il avait le plus tort, parce ouais. Bah oui, parce que
Ah, Genre, moi, je suis à fond non, avec mais lui. moi, c'est vrai ce qu'il dit, puis c'est beau. Ouais. Mais une chance que Platon l'a écrit. Mais oui, ça, je suis Sinon, d'accord. on n'en parlerait pas là en ce moment. Je Tu vois suis ce que je veux d'accord. dire? Je suis Moi, d'accord. c'est là, il est là tout le paradoxe pour moi de comme la beauté, de être là les bras croisés, être comme non, mais un texte. Parce que ce qu'il dit dans je sais plus quel texte de Platon, il dit un truc beau, il dit un texte, tu peux pas le questionner. Si tu lui demandes quelque chose, il va te dire toujours la même chose. Mhm. Puis il va pas pouvoir te répondre si tu l'accuses non plus. Mhm. Donc à partir de là, c'était ça son argument phare pour dire ouais, du coup les textes, il faut prendre ça Mais un c'est fou peu parce avec que recul, quoi. en discutant là avec toi, je me dis que si on n'avait pas écrit cette idée, elle n'existerait pas. Donc forcément, c'est aussi dans son intérêt qu'on écrive des livres. Sinon, ses pensées auraient peut-être disparu. C'est Elles seraient ça. peut-être apparues à un autre moment avec d'autres personnes Ouais. qui auraient pensé la même chose que lui. Mais c'est vrai que dire l'écriture et les ouvrages, c'est dogmatiser et c'est figer une idée, alors que l'essence même de la pensée, c'est de la faire vivre par le dialogue Mhm. et la contradiction. Parce que penser seul dans son coin, ça reste. Il n'y a pas de contradiction et il n'y a pas d'évolution Ouais, clairement. dans ta pensée, et que l'évolution et je veux dire comment dire ouais, l'évolution et l'amélioration de tes idées passe par de la contradiction à un moment donné. La dialectique. Ouais, ouais, l'échange. La façon jolie de dire le dialogue, Ouais, c'est ça. dans le fond. Le La dialogue. méthode de Socrate pour parvenir à toute semblante connaissance, finalement. La parce qu'il- maïotique. Exact, ouais, La tout à maïotique. fait. La tout à maïotique, fait. c'est Cet sa aspect de- méthode. Ouais. Exact. Mais c'est de la provocation. Ah, La fou, maïotique, il c'est est de la tellement provocation. chiant, man. C'est de la Socrate, provocation. c'est la personne la plus chiante de Ouais. l'Antiquité. Genre, c'est pour Socrate- ça qu'ils l'ont tué aussi un peu, parce que... Ouais, pas que pour ça. Ah ouais, il y a des Mm. trucs, mais ça aussi c'est intéressant, parce que j'ai un peu On va y révisé venir. un petit peu sur ce sujet-là, pourquoi ils l'ont Mais accusé et tout. la méthode maïotique, je l'adore parce que est-ce que ça serait pas genre, parce qu'on est humoriste, est-ce que ça serait pas genre forcer les gens à réfléchir à travers le cynisme, le sarcasme, Tellement. l'humour noir? Absolument. Le mec était quasi... Ouais, c'est un peu une démarche d'humoriste, mais c'est parce Ouais. qu'il est toujours dans l'ironie aussi, tu sais. Ouais, Lui, l'ironie, c'est son... il l'a maîtrisé. Ah ouais, c'est son cheval de bataille. Il est tout le temps ironique dans la façon dont il s'approche. Ouais, mais en même temps, t'imagines Ouais. si t'as... Là, ce serait... Il posait des questions faussement provocatrices et naïves, mais à ce que j'ai compris, c'était pas dans un sens négatif. Il se posait en personne qui comprenait rien pour démontrer à l'autre qui prétendait tout savoir, qui savait rien. Parce que c'est une des phrases la plus connue de la philosophie et de Socrate. Ce que je sais, c'est que je sais rien, ouais, évidemment. Ouais. Mais ça, c'est... Mais c'est pour ça que toi, tu dis... Ah, moi, je préfère dire qu'il était chiant. Parce que... Parce que dans le sens... Ouais, on n'est pas d'accord là-dessus. Non, mais ces gens-là, à qui il s'en va parler, c'est comme si je viens dans ton domaine, puis je te dis, ah, ok, t'es humoriste, Ouais. c'est quoi l'humour? Elle dit, ah, mais l'humour, c'est faire rire les gens, tu vas me dire. Moi, je vais dire, oui, mais t'as remarqué que parfois les gens, ils rigolent alors qu'il n'y a rien d'intentionnel qui avait Ouais. été fait pour les faire rire. Donc, Ok. c'est pas juste faire quelque chose. Parfois, c'est, tu sais, genre, puis là, puis là, t'es comme, ouais, ok, j'avoue. Ouais. Ouais, j'avoue. Puis au fur et à mesure de la discussion, t'es comme, ouais, ok. Puis là, lui, il s'en va et comme, bon, ben, on n'a pas fini le débat. La seule chose qu'on a conclu, c'est que t'es con. Voilà, on n'a rien d'autre mais que oui. ça. Ok. Et que moi, je suis un tout petit peu moins con que toi, parce que moi, je suis con aussi, mais moi, je le sais. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Fait que moi, Je pense pas qu'il arrive à cette conclusion, genre je suis un peu moins con que toi. Je pense pas. à ça, non, ça c'est un truc qui est... ouais, ça, je le tire de... En fait, dans sa défense. Puis ça, c'est dommage parce que c'est un truc qu'on retrouve seulement dans la transcription de Platon, la défense. Il y a une transcription aussi de je quelqu'un connaissais d'autre. Il y a déjà... En fait, de son apologie, donc de Mhm. sa défense, Mhm. on a deux versions. Ok. Celle de Platon, qui est la plus connue, puis on en a une autre, je ne sais plus c'était quel philosophe qui a écrit aussi sur son apologie. Puis il y a des trucs qu'on retrouve dans l'une et pas dans l'autre. Mhm. Donc, où on pourrait se dire peut-être que Platon, ça, il l'a ajouté, ou Mhm. peut-être que l'autre l'a enlevé. Genre, Ah, ça, c'est le débat D'accord, infini qu'on ne bon, sait pas. Il y aura toujours justement le fait de ne pas avoir écrit. Exact. D'avoir rien écrit. Il y aura, pour toujours le débat, mais dans celle de Platon, il y a un truc intéressant, c'est que Socrate, il dit, mais moi, la raison pour laquelle je me balade dans la ville pieds nus, Pieds et tout, nus et que je crie fort et que je parle exact. C'est juste parce qu'il y a un ami d'enfance à lui qui avait été voir la Pythie, c'est la fort. C'est fille dans l'oracle. Exact, l'oracle. L'oracle qui, soit dit au passage, à cette époque, c'est quelqu'un de vertueux qui dit que la vérité. Donc tout ce qui sort de sa bouche est Ouais. de base vrai. Ouais, ça c'est un truc super dur à se figurer pour nous, genre, mais pour Ouais. eux ils disaient ça, c'était comme si je disais là c'est la journée, puis effectivement c'est la, tu sais genre, Ouais. c'est ce genre de Ouais. L'oracle De qui avait un vérité-là. rôle, voilà, ce rôle-là de
prophétresse, je ne sais pas si on dit ça, qui dit que la vérité. Et là, dans la version de Platon, l'oracle dit au meilleur ami de Socrate qui questionne la Pythie sur Socrate. Dans la version de Platon, la Pythie va dire Socrate, c'est le plus sage de tous les hommes. Oui. Alors que dans la version de l'autre, dont j'ai oublié le nom malheureusement, Diogène, peut-être je ne sais plus. C'est quelqu'un qui a transcrit une grosse bêtise, là, vous nous corrigerez. Bref. Mais ce gars-là, dans sa version à lui, il n'est pas mis que c'est le plus sage, Socrate. Il est mis que ça tourne un peu autour du pot. Il est mis que c'est le plus avenant, le plus téméraire, le plus, un peu des trucs comme ça. Okay. Mais ce qui fait que là, le discours, il s'arrête dans l'autre version. Mais dans la version de Platon, ça peut continuer parce que Socrate, il dit, moi, on m'a dit que j'étais le plus savant ou le plus sage. D'ailleurs, c'est le même mot en grec, sage et savant. Puis, on m'a dit que j'étais le plus sage, donc je me suis demandé comment est-ce possible. Je suis allé parler avec les gens. C'est tout ce développement-là, on ne le retrouve pas dans l'autre version. Je suis allé parler avec les gens, puis j'ai remarqué, en discutant avec des professionnels, des artisans, des philosophes, tout type de... les philosophes, ça n'existait pas encore vu que c'est le premier, mais en tout cas, les sophistes et compagnie. On en reparlera de ça. Et juste, il parle avec eux, et en parlant avec eux, en fait, il réalise que il n'est pas plus savant parce qu'il sait des trucs. La seule chose qu'il sait en plus par rapport à eux, c'est que lui, il sait qu'il sait rien. Okay. Alors que les autres, en parlant avec eux, il leur montre à tous, mais en fait, tu le sais pas. Tu te contredis finalement quand tu réponds à mes questions, si je pose les bonnes. Tu vois. Donc, ce cheminement-là, dans son apologie, dans la version de Platon, ça permet à Socrate de dire moi, je ne l'ai pas demandé, c'est la Pythie qui a dit que j'étais le plus savant, puis moi, je me suis juste baladé et j'ai dû constater que la vérité, c'était que moi, je savais un truc en plus que les autres, c'est que je savais rien. Voilà, ça c'est tout le... Et donc c'est la base de sa réflexion et c'est la base de son cheminement, c'est-à-dire que moi, là, je sais qu'une chose, c'est que je sais rien et je vais essayer, parce que son but aussi, en marchant dans la rue et en parlant fort à des gens pour les faire évoluer, c'est de les confronter pour qu'ils arrivent à la même conclusion que lui, que c'est vrai, t'as raison, en vrai, je sais rien. Donc pour lui, c'est l'aboutissement ultime de la sagesse, tu vois, toutes tes idées préconçues et toute l'assurance que tu avais de connaître un tel ou tel sujet, c'est te dire, au final, je sais pas. C'était ça son but. On parlait de le premier philosophe. Il y a quand même des gens qui sont pas d'accord avec cette idée, mais c'est marrant parce que les gens qui sont pas d'accord avec cette idée, ils parlent qu'il y avait d'autres philosophes avant lui qui avaient d'autres sujets de philosophie. Il y avait des philosophes mathématiciens comme Thalès ou Pythagore qui étaient considérés comme des philosophes. Mais c'est marrant parce que les gens qui disent que non, c'était pas Socrate le philosophe, parce qu'il y avait des philosophes pré-socratiens. Et ils utilisent Socrate comme référence à l'avant, parce qu'il y a les pré et les post. Et ils utilisent comme référence Socrate pour définir les autres philosophes. Donc, je trouve ça un peu drôle. Effectivement, non, c'est pas le premier, mais avant lui, avant Socrate et après comme précolombien. Mais moi, c'est le Jésus de la philosophie, Socrate. Il est souvent comparé à Jésus, à sa manière de mourir et dans sa manière de vouloir distribuer, de faire rendre les gens meilleurs. Il a souvent été... Puis surtout, de sa caractéristique d'avoir seulement été raconté par d'autres. C'est vrai, mais il est souvent comparé à Jésus. Benjamin Franklin disait que si vous voulez être inspiré par deux hommes vertueux, suivez et inspirez-vous de Jésus et de Socrate. Fondateur des États-Unis. Et parce qu'il a été érigé au même rang, Benjamin Franklin, à leur rang aux deux autres. Comment ? Alors, au rang de... il dit genre, inspirez-vous de deux personnes si vous voulez être un homme vertueux. Inspirez-vous de Jésus et de Socrate. Donc, Benjamin Franklin les met sur le même... il les met sur le même niveau d'inspiration. Après, je pense que Jésus a eu un beaucoup plus gros impact sur la société. Mais Socrate, c'est sûr que dans la philosophie, il y a toutes les écoles de pensée après Socrate se sont refaites directement à lui et en l'assumant. Parce que si j'ai bien compris, peut-être que j'ai mal saisi, mais avant Socrate, la philosophie, c'était d'écrire et essayer de comprendre la nature et tout ce qui nous entourait. À partir de Socrate, on s'est concentré sur l'être humain, sur l'âme et sur l'humain. En fait, même après Socrate, quand on va s'intéresser à la nature, on va encore appeler ça philosophie. En fait, c'est que dans le débat sur la nature, il ajoute
le débat des questions humaines, la vertu, le courage, ce qui nous paraît l'amour. aujourd'hui normal. Exact. Mais à l'époque, c'était quand même c'était un révolutionnaire. Oui, c'est un truc de fou parce que la philosophie, c'était comme... Il veut tellement qu'on se concentre sur l'humain que il considère, parce qu'à l'époque, c'était une société polythéiste en Grèce, et il considère en fait que lui, son dieu, c'est un dieu privé, c'est un dieu personnel qu'il appelle le daimon. Ah ok, ça me dit rien. Et que sa spiritualité à lui, en fait, elle est concentrée justement sur un dieu, sur une religion monothéiste, en fait, mais pas un dieu qu'on peut décrire. C'est vraiment ton dieu personnel, ton âme, ton daimon. Et c'est un des sujets justement pour lesquels c'est une des choses qu'on va lui reprocher, un des chefs d'accusation qu'on va mettre sur son dos pour l'impiété, l'existence d'autres dieux, parce que l'impiété c'est encore un autre sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait par exemple la corruption de la jeunesse. Aujourd'hui on penserait que ça serait un problème de mœurs, mais à l'époque c'était dû à la défaite contre les Spartes. Et parce qu'on l'accuse de 3 chefs d'accusation. L'impiété, la reconnaissance d'autres dieux que les seuls dieux de Grèce, puis la corruption de la jeunesse, qui n'a rien à voir avec les mœurs. C'est juste qu'après la défaite contre les Spartes, ils détournent la jeunesse de leur destin de guerrier en leur mettant des idées, des réflexions autres que juste aller à la guerre. Donc à l'époque, il y a un contexte qui fait que tu corromps la jeunesse. Ouais. Mais là, c'est ça, on n'arrête pas de dire, on parle de corruption de la jeunesse, mais on est d'accord, ça c'est le point de vue de ces accusateurs. Parce que oui, c'est le point de vue de ces accusateurs. Moi, comment je vois la chose, moi je le vois en éducateur de la jeunesse. C'était son seul but. De mon point de vue à moi. Mettons, si c'est moi qui raconte l'histoire, moi je dis, ils l'ont accusé d'être éducateur de la jeunesse. Exactement. Évidemment, c'est ça. D'où ce phénomène d'injustice que lui ressent. Ouais. Mais dans le fond, lui, effectivement, il y a une injustice. Il le sait que c'est une injustice parce que lui, il corrompt pas la jeunesse, il l'éduque, comme tu dis. Mais ses détracteurs, sûrement à l'époque de la jalousie, veulent le faire tomber et ils utilisent ce chef d'accusation. Tout à fait, mais ça me fait penser au fait que tu parles qu'il subit une situation injuste, mais de son point de vue, en fait, si on respecte sa logique, c'est pas injuste dans la mesure où on vit dans la Grèce antique, à Athènes, et on a décidé tous ensemble que c'était la démocratie qui gagnait. Puis si la démocratie se trompe, un autre sujet, c'est pas, donc même le truc, même à la fin, on s'est beaucoup questionné sur pourquoi est-ce qu'il accepte de mourir, parce qu'il aurait vraiment pu pas faire appel ou quoi, ça n'existait pas, mais s'échapper, il aurait pu. Il y a eu plein d'occasions de rester vivant, parce que il y a son jugement se fait en 2 temps. En 2 jugements. La première, 500 jurés du peuple qui établissent est-ce qu'il est coupable ou non coupable. Et la deuxième partie de son jugement, c'est la peine qu'il va prendre. Dans la deuxième partie, on lui propose de lui proposer sa propre peine. Et s'il avait dit l'exil, ça aurait été une solution qui aurait été acceptée largement et il aurait pu s'en tirer vivant. Il a proposé autre chose. Donc on l'accuse. Quand on l'accuse, dis-moi si je me trompe, c'est serré. Parce qu'il arrive quand même à les convaincre. Ça se joue à 20 votes, si je me souviens bien. Sur 500. On arrive quand même à diviser la population, machin. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Il y en a beaucoup qui s'aperçoivent en fait qu'il y a un peu de mauvaise foi de la part de ces accusateurs. Bref, ça se passe serré. Mais quand il dit c'est quoi que tu veux comme peine, je te laisse le dire. Je veux être nourri au prytané. Je veux être nourri au prytané à vie, en fait. Le prytané, c'est l'équivalent de, je sais pas moi, le palais royal, la mairie, le palais présidentiel. C'est l'endroit symbolique. Et il veut être nourri gratuitement au prytané parce que il a été condamné pour quelque chose qui mérite. En fait, qui mérite selon lui d'être récompensé. En fait. S'il a été accusé de ça, pour lui, c'est positif. Tout à fait. Mais c'est ça, une récompense. Ce que lui, il s'octroie même pas quand on lui demande quelle peine tu veux, il s'octroie même pas une vraie peine parce que clairement. Il s'en prend une récompense. Exact. Tu vois l'ironie dont on parlait avant. Et la provocation aussi. Ça, là. C'est Socrate. C'est le Socrate. Là, à chaque fois, on dit ça, c'est Socrate tout craché, mais en réalité, à chaque fois, c'est
le Socrate de Platon. Hein, parce que c'est le Socrate, oui. J'y pense souvent parce que Aristophane, 25 ans auparavant, il nous a donné la toute première image de Socrate qu'on connaît dans une pièce qui s'appelle Les Nuées, si je ne me trompe pas. C'est une pièce d'Aristophane dans laquelle on dépeint un Socrate genre complètement fou, qui se bat dans la rue, puis qui parle des astres, qui parle de la nature, tu vois. Le Socrate d'Aristophane, il est à l'opposé des Socrates de Platon et de son autre élève dont j'ai oublié le nom, qui a aussi écrit dessus. Mais c'est pas Aristote? Non, c'est... Non, je m'en serais souvenu, c'était... Mais Aristote, c'est un contemporain de Platon. Aristote, c'est un contemporain de Platon? J'ai pas envie de dire une connerie. Je pense que oui, mais parce qu'ils étaient en embrouille grave. Oui, c'est vrai, ouais, clairement. Ouais. Mais... j'ai perdu le fil ce que je disais. Aristophane, il décrit à Platon, un Socrate qui est aux antithèses de... Ouais, qui est complètement différent et dont on s'est beaucoup détaché, en fait. Nous, on l'imagine plus du tout comme ça. Mais tu sais, tantôt, on disait Socrate, c'est quelqu'un qui parle des choses humaines et tout ça. C'est vrai. Mais ça, c'est le Socrate de Platon. Et Platon connaît Socrate seulement à la fin de sa vie. Dans les dernières années de sa vie, c'est là que Platon il connaît Socrate. Il ne le connaît pas depuis si longtemps que ça. Moi, je pensais vraiment que ça a été genre l'instruction de toute une vie. Je me trompe peut-être dans les dates. On imagine que ça soit toute une vie. Socrate, il meurt à 70 ans. Ouais. On n'est pas sûr de sa date de naissance, mais il meurt à 70 ans. Ouais, exact. Puis, je sais. Alors, quand je dis la fin de sa vie, je ne sais pas si ça représente les 20 ou les 30 dernières années, mais ça n'empêche qu'Aristophane, il le connaît jeune, en fait. Okay. Il connaît le Socrate jeune qui commence à... Exact. Et dans cette pièce-là, le problème, c'est que dans cette pièce, évidemment, on a accès à une caricature. Tu sais, c'est grotesque, c'est un truc qui voulait faire rire. C'est pas du tout comme Platon, un texte, des dialogues... philosophique, pas du tout. Là, on est dans un comédie, un Aristophane qui est quelqu'un qui écrit des comédies, et on a un Socrate qui est une caricature. Exact. Fait que là, on peut pas vraiment se fier à ça, mais en même temps, il le connaît quand même bien avant Platon, donc on a envie de se dire, il y a peut-être un peu, dans toute caricature, quand même, il y a une vérité. Peut-être qu'il le descend un peu beaucoup, Aristophane, et peut-être qu'il idéalise un peu trop Platon, et peut-être que la vérité, c'est juste ce qu'on a au milieu. Ouais, peut-être, mais c'est ça qui est fascinant avec Socrate, c'est qu'on saura juste jamais. Il fallait écrire, même. Ouais, ça gosse. Comme si seulement il avait écrit, même juste genre... Ça, c'est vrai, Platon qui a raison. Genre... tout ce que va écrire Platon. Mais c'est parce que quand il est à son procès, il y a plein de gens qui ont en tête le Socrate d'Aristophane encore. Tu vois. C'est pour ça le provocateur, ouais, exact. La caricature. Plein de gens s'imaginent encore ça et tout. Puis aussi, un dernier truc qu'on n'imagine pas du tout, nous, aujourd'hui, parce qu'on vit dans des métropoles de des millions d'habitants, mais à Athènes, à ce moment-là, il y a 30 000 personnes, en fait. C'est une petite ville, genre, c'est une petite ville de province ici, tout le monde se connaît. Trois-Rivières. C'est arrête ça. Ouais. Je sais pas, c'est 30 000. Je sais pas, j'en sais rien. Environ. Il y a beaucoup plus de gens à Trois-Rivières. J'ai dit une connerie. Mais c'est ça, tu sais, genre, il a son procès, donc on l'accuse, on dit qu'il est coupable, donc il est coupable, ok. Tu donnes c'est quoi ta peine, tu proposes quoi comme peine qu'on doit appliquer pour toi. Je veux que vous me nourrissiez gratuitement au Prytanée parce que je le mérite et c'est une récompense que je devrais avoir contrairement à une peine. Et les gens là, il perd une grosse partie de gens qui avaient voté pour lui dans un premier temps, et là la décision de le mettre à mort, de la condamnation à mort, elle est beaucoup plus prononcée. Là. Il y a beaucoup plus de gens qui répondent à sa provocation. Et il est condamné à l'empoisonnement. Et il met un peu de temps avant d'être empoisonné. Et ce qu'on disait, en fait, c'est que il avait le temps et il a eu l'occasion de s'échapper. Il y avait un ami aristocrate, si mes souvenirs sont bons. Mais il ne l'a pas fait. Et on revient à Platon aussi, il voulait le sauver, il a même proposé... Mais il aurait pu s'échapper, il aurait pu demander l'exil, donc il aurait pu ne pas mourir. Mais sa réponse, c'est « je ne vais pas répondre à l'injustice par une injustice ». Et c'est la meilleure chose qu'il ait faite pour son héritage. Ouais, c'est ça. C'est magnifique. Cette mort... Mais c'est un martyr. C'est un martyr. C'est un martyr de logique et de... Il va jusqu'au bout de ses idées, il est prêt à mourir pour ses idées. Et je pense que c'est ça. Moi, je pense que sans cette condamnation et sans ce jugement, il n'a pas l'impact qu'il a 2000. Ouais, c'est comment qu'on appelle? Il y a un effet, l'effet de quelque chose, effet de je sais plus quoi, mais c'est un effet qui fait qu'on veut te faire taire et en te faisant taire, en fait, on te donne la plus grande voix du monde. C'est ça qui est arrivé à Socrate. C'est ça, parce que je pense qu'il avait 3 accusateurs, 3 vraiment personnes qui avaient la mort contre lui. Là, tu sais.
Et dans les trois, il y en a un qui était un peu plus virulent que les autres, si mes souvenirs sont bons. Et quand il parle à sa femme, enfin sa femme lui parle, et il lui dit quelque chose comme, elle lui explique que c'est injuste. Il fait non, il ne, ah, il m'a atteint, mais il ne me fait aucun effet ou quelque chose comme ça. En fait, il relativise vraiment cette injustice en disant en fait que, bah, en vrai, ça, il a cherché à le tuer, mais ça l'atteint pas. Tu vois. Tant qui ça, l'accusateur? Non, Socrate. Socrate n'est pas atteint. Dit ça, ouais, il est pas atteint. Il dit ça à sa femme que, tu sais, genre, il reste zen et il reste genre cool. Et il reste, tu sais, genre waouh. Ouais. Et il va mourir là, tu sais, parce qu'il reste un mois ou 2 mois en prison avant de boire le poison. Je sais plus c'est quoi le nom. La cicute ou la cicu, un truc qui commence par cicu. Je suis quasi sûr. Je dois l'avoir noté. La cicu, là. Je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. La ciguë. La ciguë. Ah, merci. Oui, ok. Donc il boit ça. Ce qu'à l'époque est une mort quand même noble. Je sais pas du tout comment on meurt par ciguë. Il boit ça, il meurt. Puis il dit une phrase juste avant de mourir pour aller jusqu'au bout de ses principes et de sa haute valeur morale. À l'époque, quand tu meurs, tu dois sacrifier un coq pour payer ton docteur. Et il dit à son ami, n'oublie pas de sacrifier le coq pour le docteur, je sais plus quoi. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tout homme doit. J'avais jamais compris que c'était qu'il y avait une. C'est la dernière phrase qu'il dit. Ok, moi je pensais que c'était une phrase. Moi, en fait, j'avais pas compris qu'il y avait un lien avec un docteur. Moi, je pensais que c'était une phrase random en fait qui sortait. Que lui, il meurt puis il dit je dois 2 coqs à Asclépios. C'est peut-être mais c'est comme ça que tu payais les médecins, les docteurs à l'époque. Ah ouais, c'est ça. Donc droit jusqu'à. C'est genre, et n'oublie pas, c'est genre la morale, on doit tous payer nos dettes pour être. La vertu, ce gars incarne. Est-ce qu'on parle de lui? Ouais, on peut parler de lui. En tant que personne. Est-ce qu'on parle de. Il était marié, mais il était aussi bisexuel, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Ouais, c'était très répandu, la bisexualité à cette époque, et c'était genre. C'était commun. C'est tellement particulier. C'était des jeunes, c'était jeunes gars, ouais, complètement. Et lui avait autant. Ça, c'était particulier parce que avant Socrate, il y avait une grosse relation entre l'apparence extérieure et ce que tu étais à l'intérieur. C'est-à-dire que si tu voulais parler de belles choses, il fallait que tu sois beau. Si tu voulais parler de philosophie, il fallait que tu sois beau. Et là, Socrate est arrivé. Et là, il n'y a pas de machin, lui il a dit ça, lui il a dit ça. Tout le monde est d'accord pour dire que il était dégueulasse selon les critères de beauté de l'époque. Et même les critères de beauté d'aujourd'hui. On le décrit, mais c'est horrible. On le décrit avec, tu sais, genre, il n'y a rien qui va. Il n'y a aucun critère de beauté selon lequel il n'a jamais été potable, en fait. Genre, dans toutes les sociétés, dans toutes les époques, genre, il y aurait été. Parce que chaque partie de son corps était genre difforme. Ça lui donne tellement de crédit en même temps. Grosse bouche, machin, tête plate. Ouais. Mais en même temps, c'est à l'opposé, c'est en contradiction avec la beauté de ses idées et ce qu'il dégage. Ouais. Parce que charisme, aura, fois 50 000. Ouais, complètement. Le meilleur du monde, là, je veux dire, il pouvait genre... Il allait à l'agora, parler, tout le monde se tait. Tout le monde l'écoute, pieds nus. Hein. Ouais, pieds nus. Mec, pas de sandales. Yannick Noah, pieds nus. Normal. Ah ouais, hein, il est fou. Hein. Attention, parce qu'on dit pieds nus, genre Athènes, soleil, vacances, moi aussi pieds nus normal. Ouais. La guerre, parce que c'était un grand guerrier aussi, il allait dans des zones froides, bout de tissu. C'était la hantise des fabricants de vêtements. Lui. Ouais. Genre lui, placement de produit, moins 10 degrés, maillot de bain, normal. Il s'en battait les steaks, man. C'était ça aussi, une de ses particularités, c'est qu'il a fait la guerre, justement, la guerre du Péloponnèse, je crois, contre les Spartes. Je sais plus, mais une guerre, il est dans une région froide, et pieds nus, juste un bout de tissu, et il y va. Hein. Ah ouais, jusque-là, quoi. Ouais, non, gros guerrier, là. Je savais même pas qu'il se baladait à ce point-là. Moi, je suis à résistance au froid de malade. Ouais.
Genre lui, normal, Abitibi, janvier, Tellement normal. plate qu'il soit pas là, man. On aurait tellement eu de questions. Là. Ouais. Bon, ça peut être l'un de mes petits. Donc, Non, ils gros sont tous guerrier, trop beaux. Ils sont beaucoup trop beaux pour lui. Oui, gros guerrier, enfin, on peut en casser un. On peut en faire tomber un et ça va être lui. Genre, il est pas. Genre, il y a. Genre, si c'était juste son physique, mais il se marie. Il se marie, la réputation de sa femme, on la connaît. Non, et je connais pas. la réputation de sa femme, c'est que, je sais plus son nom, mais genre, il s'est marié avec la femme la plus... Belle. Non, la plus chiante au monde. Chiante. Ouais, genre, elle lui cassait la tête, là, genre. Et il a une réponse, en fait, à quelqu'un qui lui pose une question sur le mariage. Il dit que tu te maries ou que tu te maries pas, dans les deux cas, tu vas souffrir. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ou tu vas le regretter ou un truc comme ça. Ouais, Tellement sa femme... tu sais. Ah, c'est lui qui a dit ça. Ouais. J'ai entendu dire ça il y a pas si longtemps. Ouais, ça vient de lui parce que il se marie avec. Elle a la réputation d'être comme ça. Mais ça se passe bien. Genre, ça va jusqu'au bout. Et il rencontre le Brad Pitt de l'époque. Ah ouais, attends, On en a parlé. Oui, c'est vrai qu'on en a parlé, En mais plus, je sais plus son nom. Hey man, Tu sais-tu son nom? Non, je me souviens plus de son nom. Punaise. Je me souviens plus de son nom. Mais en tout cas, il est connu. Ouais. Parce que c'est un des personnages apparemment les plus beaux de l'histoire. C'était genre le Brad Pitt de l'époque. Full. Et il y a une phrase qui est connue sur lui qui disait que au début de sa vie, il détournait les hommes de leurs femmes et à la fin de sa vie, il détournait les femmes de leurs maris. Mais ça a été l'amant de Socrate. Ouais. C'est fou, ça. Ouais, c'est. Ouais, ça prouve vraiment, genre, il avait une aura qu'on peut même pas qualifier. Je pense que j'arrive même pas à dire cette personne-là, dans notre vie aujourd'hui, a cette aura-là. Ouais, c'était un aimant. Je sais pas, un président, Barack Obama, j'en sais rien, des gens comme ça. Ouais. C'est pas tant. Non, c'était un aimant et c'est ça qu'on disait par rapport à justement à l'époque, il y avait ce principe de ce que tu représentes à l'extérieur, tu le représentes aussi à l'intérieur. Et lui, Socrate, il casse ça, j'ai l'impression, à travers aussi le physique et ce qu'il représente, tu vois. Ah ouais, ça se peut. Parce ça, que dans le sens, c'est sûr que. ça va dans le sens de sa pensée aussi. C'est sûr que c'était objectif. Là, il était laid, mais il disait des belles choses, donc ça brisait. Et ça aussi, ça souligne en fait le but de sa pensée, c'est-à-dire que tout ce qui est physique, matériel, ne devrait pas exister dans notre souci d'accomplissement et d'évolution, parce que la vraie chose la plus importante, c'est notre âme, c'est nos pensées, c'est tout ce qui est immatériel, tu comprends? Donc, je veux dire, ce qu'il représentait, c'était genre à l'image de sa pensée et de ce qui... Aller au-delà de la surface. Ouais, c'est ça. Ça, c'est full. Ça, c'est full. Ouais. Ça, c'est... Mais j'ai toujours... À chaque fois que je lis des choses sur Socrate, j'ai toujours cette petite pensée de me dire, yo, s'il avait vécu aujourd'hui, c'est sûr que ce serait un influenceur. Je pense qu'il aurait... il aurait 100K. Ouais, 100K 100K sur Insta. Ah ouais, parce que, genre... Mais il écrit... Sur 30 000 habitants, il a 100K. Ouais, c'est ça, il écrit en grec et tout. Là. Ouais, il écrit en grec. Un commercial des fourchettes et des... Un commercial, c'est quoi son arrobase sur... il aurait l'arrobase Soso. Toi, Soso Soso d'Athènes. Ah ouais, Soso, genre Socrate. Ah non. Soso du 9-4. Soso du 9-4 d'Athènes. Soso du... Soso Agora. Ouais. Mais c'est ça que je me dis, c'est que c'est sûr il aurait été parce que j'aime bien avoir ce jeu-là. On fait de temps en temps un épisode où on fait de la philosophie appliquée et on essaye, tu vois, genre soit de projeter des philosophes de l'époque à nos situations d'aujourd'hui, soit de faire le contraire, des personnalités publiques et politiques d'aujourd'hui, les transposer à l'époque, est-ce qu'il aurait été un bon philosophe ou pas. Et Socrate, je le vois vraiment comme genre, en vrai, de chez vrai, genre je pense que ça aurait été un génie de notre époque, ça aurait été genre, celui d'Apple, là, comment il s'appelle Steve Jobs ou quoi. Ça aurait été un gars comme ça. Ça aurait été un gars comme ça, c'est sûr. Tu sais, il aurait inventé l'iPad.
Ouais. Il aurait eu la brillance, ouais. Je pense, ouais. Puis il aurait demandé de pas retirer le trou pour les écouteurs dans l'iPhone. Ouais. Il aurait fait des trucs, des bons moves pour la société. Ça aurait été... Ouais. Mais ça me gosse, ouais. Il y a plein de gens que j'aurais aimé ramener comme ça dans mon temps à moi, genre. Lui, par exemple, regarde, il y en a d'autres, là. C'est d'autres qui sont pas le sujet du podcast, mais... Mais c'est sûr, il n'aurait pas été d'accord avec plein d'affaires qu'on a aujourd'hui. Mais... Ah non, on est tellement démocratique aujourd'hui, là, il aurait pété un câble, hein. C'est ça aussi. Et en plus, c'est complètement différent de... Mais c'est une démocratie complètement différente que la sienne. Je me demande qu'est-ce qu'il en aurait... Non, il aurait pas aimé. Bah, il aurait pas aimé. Je pense qu'il aurait été... La démocratie représentative, à mon avis, il aime déjà ça moins que la démocratie directe, je pense. C'est la démocratie représentative, c'est la chose qui se rapprocherait le plus de leur vision de l'aristocratie et de la démocratie, genre qu'ils auraient voulu avoir, parce qu'ils étaient contre la démocratie. On va un peu expliquer. C'est que dans le sens où tu peux pas pour eux donner le pouvoir à des gens qui ont aucune compétence, c'est une hérésie, c'est aberrant. Il fait l'exemple du bateau, tu sais, le bateau, quand il y a un bateau qui... Ben, l'exemple du bateau, il est tout con, hein, mais c'est vraiment genre l'ironie, c'est de montrer, il pose la question à quelqu'un et comme imagine tu es sur un bateau, tu sais. Tu veux quand même pas que le commandant, ça soit le gars qui nettoie, tu sais. Tu veux pas que ça soit choisi au hasard. Le commandant, tu veux le choisir parmi les commandants que tu connais, tu vas le payer lui, puis parmi les nettoyeurs de pont que tu connais, ben, tu vas choisir lui, tu sais. Quand tu fais ton équipage, une ville, c'est la même chose qu'un bateau, dans le fond. Fait que là, il dit, alors le commandant, on doit le choisir parmi ceux qui sont aptes à commander. On va pas demander à tout le monde qui veut commander, apte à réfléchir. Mais même dans la République, puis même là, un peu c'est touché parce que la République de Platon, c'est selon pas mal de monde un des textes où il y a le plus de Platon et le moins de Socrate aussi, dans ce texte-là en particulier, dans la République. Selon, tu sais, après c'est compliqué, mais à l'intérieur de ce texte-là... La République de Platon, c'est un ouvrage qu'il a écrit où il explique un peu... il parle de son idée contre la démocratie et bien étalée dans la République. Ouais, je vais mettre de l'eau dans mon vin parce que pendant le premier épisode, on a parlé de Platon et tu sais, genre on a mis en avant ses idées, mais il y a des choses quand même qui étaient très 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 limites que Platon a fait qui mettait en avant, tu sais. Par exemple par exemple, les arts, l'éducation, pour Platon, on devait limiter la diffusion des idées artistiques, la diffusion de l'imagination, la diffusion... Pour lui, l'art devait être contrôlé et devait avoir qu'un seul but, c'est-à-dire faire évoluer les gens. Et à partir du moment où tu mettais un peu de fantaisie et que tu libérais un peu les gens, c'était donner trop de pouvoir. Ah oui, c'est vrai. Ouais, l'art, ouais. C'est parce que l'art... Il était anti-art, là. C'était genre, limite, Platon aurait été un dictateur. Mais Platon est contre l'art. Ça, je m'en souviens. Parce que, dans la caverne, Platon, il identifie plein de trucs. Là. À l'extérieur de la caverne, il y a le soleil, les vraies choses, les idées. Exact, le truc qui éblouit et tout, aussi, les maths, c'est les choses parfaites. Genre. L'idée de chaise, par exemple. Juste l'idée. Puis, dans la caverne, il y a les ombres qui sont projetées contre le mur, les prisonniers qui regardent les ombres. Qui sont enchaînés, qui ne peuvent pas tourner la tête, qui voient juste des ombres et qui pensent que c'est ça la réalité. Tout à fait. Quelque chose en deux dimensions projeté contre un mur. Exact. Alors que c'est seulement une copie de quelque chose qui est animé en 3D et on a juste une partie de la vérité. Tout à fait. Et l'idée que ça soit des ombres noires, genre obscur, genre on est dans la méconnaissance, c'est pas clair. Ça nous, genre Platon, il nous voit comme des taupes là, vraiment, on est dans le trou puis on voit un truc. On voit juste une partie de la réalité en 2 dimensions plaquée contre un mur. Et dans ce cadre, l'art, c'est pour Platon une copie d'une copie. Oui, en fait. C'est ça. L'idée de Platon, c'est que l'art, c'est juste des gens qui copient de l'excellence pour divertir et donner des raisons aux gens de pas être focus dans leur évolution personnelle. C'est complètement différent de ce qu'on pense aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, l'art, c'est... Je pense que les gens pensaient aussi comme ça. Les artistes de l'époque pensaient aussi comme aujourd'hui. C'est juste que parole était donnée aux gens qu'on pensait les plus brillants. Et à l'époque, Platon, parce que c'était un philosophe genre, qui avait aussi créé... entre guillemets, la première université. Donc, il diffusait de la connaissance, il partageait de la connaissance. Donc, on le croyait. Et si lui disait ça, c'est que il y avait un cheminement derrière, peut-être qui n'était pas compris, mais apparemment, c'était ça la vérité qui diffusait. Donc, ça fâchait du monde, mais il y a du monde qui était d'accord. Plein de gens qui n'étaient pas d'accord avec Platon. C'était comme... Ça créait le débat à chaque fois. Ouais, ça créait le débat, mais genre, à la limite que ça crée le débat, je suis d'accord. Mais genre, si derrière, on en parlait justement dans un épisode qui va sortir bientôt,
dans cet épisode de philosophie appliquée, il faut faire attention, tu sais, parce que la liberté d'expression, c'est peut-être de pouvoir dire tout ce qu'on pense, mais à partir du moment où tu dis quelque chose que tu penses qui provoque une action, là, on n'est plus dans de la liberté d'expression, tu vois. Ouais, et clairement. on avait donné des exemples assez précis, et l'idée de Platon de dire que les artistes sont néfastes à la bonne santé d'une société, ça a pu ou ça aurait pu créer des actions contre des gens contre les artistes. Qui expriment juste comme leur clairement. création et leur génie. Donc... Mais c'est hyper controversé, la République. Hein. Genre, l'idée de démocratie, elle est tellement détruite que c'est vraiment, genre, ça veut vraiment dire la masse est juste conne, en fait. On ne peut jamais donner les clés à la masse du pouvoir parce qu'ils vont faire n'importe quoi. Est-ce que malheureusement, ce n'est pas des choses qu'on pense encore aujourd'hui? Parce que si on se met à la place des élites, qui ne seront peut-être pas philosophes, mais des élites sur d'autres niveaux, est-ce que c'est pas justement dans ce 1%, dans ce 2% de la, tu sais, genre des élites qui ont le pouvoir financier, économique et politique, est-ce que c'est pas des pensées qui sont courantes chez ces gens-là et hors de question qu'on donne le pouvoir et les clés de notre économie et de notre politique à des gens qui viennent de la base, parce que c'est sûr qu'ils n'ont pas les connaissances, c'est sûr qu'ils mais c'est hyper touché parce qu'en fait, pour Platon, il faut faire un truc qui est impossible à faire dans la vie, c'est donner le pouvoir à ceux qui ne le veulent pas, en fait. C'est-à-dire les philosophes, parce que dans l'idée de Platon, il te partage sa société parfaite en 3 castes, les philosophes, les soldats et les autres, en gros. Et parmi les philosophes, il faut que ça soit que des gens évidemment éveillés et tout, qui sont dans l'image de la caverne, qui sont sortis à l'extérieur, puis qui reviennent à l'intérieur pour reprendre les autres. Donc on est d'accord que pour Platon, justement, la personne qui sort de la caverne, pour lui, c'est Socrate. Oui. Qui s'élève, qui sort de la caverne et qui revient à Athènes pour diffuser la bonne parole et qui finit par être tué parce que les gens n'acceptent pas ces vérités, que peut-être qu'on a un Dieu à l'intérieur de nous qui nous donne des idées. Peut-être que le fait de dire à la jeunesse, réfléchissez par vous-même, évoluez en tant qu'individu, et la guerre, c'est peut-être pas la solution à... Il y a une ref à ça dans la caverne. On peut voir une ref ou pas, mais il le dit. Il dit, le philosophe, il doit redescendre pour aller chercher les prisonniers. Et puis il doit les ramener vers la lumière, mais pas trop vite. Pas trop brusquement, parce que la lumière du soleil sinon ça va faire du mal. Et là, parce que sinon les prisonniers ils vont s'énerver. Donc là, c'est comme un peu une ref. Socrate s'est fait tuer parce qu'il était trop brusque. Il a été trop brusque. Mais en même temps, la réflexion de Socrate, c'est l'apprentissage se fait étape par étape. C'est comme en mathématiques. Tu n'apprends pas les équations du second degré tout de suite. Tu y vas petit à petit. Tu apprends les chiffres, tu apprends à compter. Et ensuite, pour Socrate, c'était un peu ça. Les discussions t'amènent à évoluer petit à petit. L'échange t'amène à évoluer petit à petit, à changer tes paradigmes doucement pour arriver justement à t'élever, mais étape par étape. Est-ce qu'il n'a pas appliqué ce qu'il disait? Qui ça? Socrate. S'il se fait condamner, c'est peut-être qu'il a voulu... Ah oui, qu'il n'est pas allé... il n'a pas été étape par étape, là. Je sais pas, moi je pense pas. Je pense qu'il a été... moi je l'ai trouvé quand même... non. Parce qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui a énervé tant que ça. D'ailleurs, on n'a même pas le mobile de ces 3 accusateurs pour vrai, parce qu'on a parlé tantôt de facteurs culturels, de religion, de piété, mais là, il y a pas mal de monde il y a déjà des gens qui ont vraiment critiqué ces aspects-là, dans le sens, ça faisait pas tant de sens, parce qu'en réalité, nous, on a une image, en fait, on transpose notre image de l'Église catholique et de l'Inquisition sur le polythéisme de la Grèce antique. Mais ça, c'était pas du tout comme ça. Non. Le polythéisme en Grèce antique, déjà, il n'y avait pas d'Inquisition, il n'y avait pas un tribunal de la religion, il n'y avait personne qui disait « Ah, ça, c'est ça que ces détracteurs ont amené à la barre ». Même s'il n'y avait pas de barre, là, c'était pas un vrai tribunal, en tout cas, la façon de parler. Ils ont fait ça à l'extérieur. Ouais, exact. C'était un festival. Mais c'était un mont. Je ne sais plus le nom du mont, mais il y a le mont... un tel qui c'est là qu'il y a, en tout cas, bref, mais ces détracteurs, ils l'ont amené je sais plus ce que je disais sur ces détracteurs, ils l'ont amené ils ont amené les accusations d'impiété, le mobile, mais dans les faits, on pense bien plus que c'était des raisons politiques qui ont amené ça. Et le fait est que je sais pas si vous avez entendu parler du régime des 30, les 30 tyrans.
En gros, quelques années auparavant, là, je ne connais pas bien les chiffres ni les détails, mais il y a eu une guerre qui a fait que à Athènes, pendant quelques années, il y a eu une oligarchie, 30 personnes qui dirigeaient. Et donc, on est quand il se fait mettre à mort, on est dans un contexte de tension parce que cette situation venait juste de finir. Ils viennent de perdre contre les Spartes aussi. Il y a un truc qui est difficile à avaler pour la cité. C'est une situation vraiment tendue. Et ces 30-là, il y en a pas mal qui ont été exécutés, puis il y en a pas mal qui ont été chassés. Mais il y en a encore dont... Il y en a un en particulier qui était élève de Socrate, donc ça déjà c'est pas ouf pour Socrate, mais pas que, il y a plein de gens qui se disent antidémocratiques, qui se disent aussi élèves de Socrate. Donc c'est comme des aspects comme ça que on pense que le motif diffuser politique... ces idées-là, c'est dangereux pour la cité, pour les gens qui ont un peu de pouvoir et qui peuvent le perdre. Exact, mais c'est parce qu'en réalité, dans un régime autant démocratique que la Grèce antique, c'est-à-dire la démocratie totale, les personnes qui ont vraiment le pouvoir là-dedans, c'est ceux à qui on le donne, mais c'est aussi ceux qui savent bien parler, et puis c'est ceux qui savent bien... donc, ceux qui ont été éduqués par des sophistes, en fait. Tous les sophistes qu'il y a eu avant Socrate, ils servaient en gros... sur le sophisme, Oh oui, ça va être... il y aura paradoxalement pas grand-chose à dire, parce que c'était... En fait, le sophisme, les sophistes, la différence avec les sophistes, c'est que les philosophes, elle est toute simple. C'est que les sophistes, ils ont une connaissance qu'ils te vendent. Tu sais, ils vont chez les riches, puis ils disent, écoute, moi j'ai beaucoup étudié, fait que je peux éduquer ton fils ou toi, ou n'importe qui pour de l'argent. Socrate, on l'a accusé de sophisme. La grande différence, c'est qu'il se faisait pas payer. C'est quand même une très grande différence. Puis surtout, Socrate, il n'y a pas de chaussures. Malgré... Ouais, exact. Pour vrai, de ça. Mais c'est ça... L'aspect de Socrate de ne pas se faire payer, c'était ça la grosse différence avec les sophistes. Ok, intéressant. Ben écoute, lui il se faisait pas payer, mais nous on se faisait payer parce qu'on a une commandite. J'allais en parler. C'est ça. On a une commandite. Je voudrais les remercier. C'est le groupe Réaction. Un petit message tout de suite pour Réaction. Ok, la magie du montage. Waouh. J'aimerais aussi... le podcast touche à sa fin. C'était vraiment cool. Je sais qu'il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés. Il y a plein de détails où on n'a pas été super précis. Mais c'est le but aussi de ce podcast. C'est genre de parler sans trop se prendre la tête, mais genre pour avoir une idée générale de qui était Socrate. Je pense qu'après ce podcast-là, on en sait un peu plus. Ah ouais, puis moi j'ai hâte de me faire corriger dans les commentaires. J'attends que ça. Là. Est-ce que tu as aimé? Ouais, j'ai vraiment aimé, j'adore. Tu reviendrais pour un autre personnage? Ah, full. Okay. Ah, vraiment volontiers. Tu me diras celui de qui tu veux parler. Vas-y. Vas-y, je suis déjà en train d'y penser. C'était vraiment cool. Et j'aimerais aussi remercier Vincent. Aussi, on a été 3 humoristes aujourd'hui. Vincent qui s'occupe d'appuyer sur des boutons aujourd'hui, mais d'habitude il fait rire. Et là, il était là, il a fait le montage. Donc merci à Vincent Descoteaux. Merci au studio, bien entendu, qui nous ont accueillis aujourd'hui encore pour ce nouvel épisode. Et vous avez eu le message de la commandite du groupe Réaction. J'espère que la prochaine fois, les impressions 3D des bustes, parce que là, on avait des petits bustes. Et ça, c'était ma petite surprise parce que tu es venu. Je voulais t'en offrir un. Oh, j'ai droit à un buste. Ouais, tu as le droit à un petit buste. C'est génial. Voilà, donc tu pourras repartir avec. Tu choisis celui que tu veux. Je choisisse. Ah, c'est difficile. Et tu peux lui donner un nom. Et quand tu reviendras, tu devras toujours revenir avec. Ok. Voilà. Ça va être le buste mascotte de moi dans cette émission. En fait. Ouais, c'est ça. Ok, je comprends. Vas-y, choisis-le. C'est pas facile. Ouais. Il y a une seule fille. Ouais. Ouais. Lui, entre les deux. Ah ouais. Lui, il pourrait être les deux, lui. Elle ou lui, je sais pas. Ouais, c'est vrai, je vais pas les mégenrer. Je sais pas comment est-ce qu'ils s'identifiaient à leur époque. Exactement. Et donc, ça va être lui quand même. Lui, lui il est beau. Là. Okay, il est imposant, il a des belles épaules. Okay. Je pense que c'est César. C'est pas César, lui. Mais non, c'est pas César. Lui, c'est un gars de Schlager. Ah ouais. À chaque fois, je vois un bus comme ça. Je crois il prenait le bus la dernière fois. Ah, c'est ça, oui, c'est vrai. Il parlait tout seul. Ah, c'est vrai. Il parlait tout seul. Tu dois lui donner un nom pour la prochaine fois. Ah oui, je pense qu'il avait un matelas sous le bras quand il marchait. C'est ça, exactement. Okay. Juste un matelas sous le bras. C'est ça. T'es un grand malade. Et voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à cette petite chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un ou quelqu'une. N'hésitez pas aussi à nous laisser des commentaires et à mettre un petit like. Ça nous aide pour le référencement. Merci beaucoup. Et rendez-vous au prochain épisode. Merci Leonardo. Merci à toi. Merci Vincent. Ciao. Ciao Vince. Bye. Merci au groupe Réaction de commanditer ce podcast et de faire en sorte qu'il existe. J'ai des petites informations sur le groupe Réaction. Si jamais vous avez envie d'imprimer ou de faire fabriquer des choses, allez-y. Ils sont
hyper efficace, très professionnel. Je vais vous lire un petit descriptif. C'est une compagnie de makers. Alors, on le dit en anglais, c'est une compagnie de makers. C'est quoi ça? C'est une compagnie qui fabrique et qui invente, qui surtout réalise tout genre de projets, plan 2D, plan 3D. Ils ont un atelier de soudure, des imprimantes 3D pour le plastique, le nylon fibre de carbone, etc. Et ils vous offrent aussi l'impression d'autocollants pour faire des étiquettes, autocollants et étiquettes. Que ce soit pour une paire de pattes de table ou pour une pièce de prototype en 3D, un projet de soudure, un dragon en 3D imprimé, pour la fabrication d'un stage pour des événements ou de simples autocollants de marque. Cette compagnie est là pour vous, compagnie Réaction. Ils sont sur le projet de nous imprimer notre future décoration. Je vous laisse la surprise, mais vous allez voir que c'est un travail incroyable. Merci encore à eux de soutenir ce podcast. Groupe Réaction, allez voir leurs infos sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et vous avez le lien de leur site internet en description de cette vidéo. Ils sont super cool. Merci.